Je peux pas fermer la porte sinon je perds le wifi. Ah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit peu le point sur les différentes entrées dans la collection de jeux. Là, on a eu donc les vacances d'été en août, ce qui nous a permis, on va dire, de craquer un peu le portefeuille, d'acheter quelques jeux parce que on avait du temps durant les vacances pour jouer. Et ça, c'est merveilleux. Donc, on a acheté pas mal de jeux. Bon, alors, pour commencer, on va commencer avec un tout petit truc, histoire d'aller assez vite avec ça. Nous avons récupéré une extension pour le jeu The Gang. Voilà, c'est The Gang, le petit jeu d'ambiance à la base de poker. On a récupéré une extension qui ajoute... alors, c'est une petite extension, hein, je crois que c'est 3 € celle-là, dans laquelle on ajoute des variantes de poker. Donc au niveau du fonctionnement du jeu, on a des nouvelles règles et des jokers. De toute façon, ils le disent bien, c'est une mini-extension. On a fait quelques parties avec 2 variantes, je crois. C'est plutôt rigolo, ça change vraiment l'état d'esprit du jeu. Il y en a une que j'aime beaucoup de variantes où en fait il faut... alors je vais pas expliquer les règles du jeu ici, hein, mais dans laquelle il faut pointer du doigt en fait une des cartes qu'on veut supprimer. Et je trouve que à plusieurs, nous on l'a ici qu'à 3, mais je pense qu'à plusieurs, avec beaucoup de monde autour de la table, ça peut être complètement fun, parce que si on a une égalité parfaite, eh bien, on supprime toutes les cartes. Donc voilà. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est plutôt sympa. Parmi tous ces jeux, on a pris donc du coup un jeu d'enquête, Intime Conviction. Il y en a plusieurs, celui-ci c'est le premier épisode, donc c'est l'affaire des poissons de Chine. C'est des jeux d'enquête dans lesquels on se place à la place de juré dans un procès. Donc on nous donne tout plein d'éléments, et nous en tant que juré, il va falloir qu'on détermine si l'accusé est coupable ou non. Voilà, on a différents faits qui vont s'exposer au fur et à mesure du temps dans cette affaire, donc c'est plutôt sympathique, c'est un jeu d'une soirée, on n'a pas passé beaucoup plus de temps que ça, je pense qu'une petite soirée, et puis c'était réglé, donc bon, c'est sympa, mais je sais pas si je ferai les suites. Peut-être à l'occasion comme ça, mais après ça vaut pas un Guilty ou un truc du genre, enfin, mais c'est pas sa vocation. Donc sympa, ce petit jeu. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Les grosses boîtes. Et oui, vous êtes là pour ça, moi aussi. Première grosse boîte. Première grosse boîte. Alors, je vous l'ai fait dans l'ordre chronologique d'achat, pas par ordre de préférence, mais plutôt ordre chronologique d'achat. Ça, c'est le jeu qu'on a acheté avant l'été. Il est là, il est beau, il arrive. Le Cthulhu Death Medaille. Oh ben ça alors, tu nous en avais déjà parlé de Death Medaille. Mais oui. Mais c'était pas la saison 1. Ça, c'est la saison 1. En fait, j'ai acheté en... C'est quand il est sorti? Février peut-être? Février dernier. Février donc 2025. J'ai acheté la saison 3 de Death Medaille. La saison 3 que j'ai absolument adoré, qu'on voit juste ici. J'ai mon accoudoir qui tape le bureau, j'adore ça. Que j'ai acheté, qui sont juste ici, voilà, Death Medaille. Je lui ai pris la saison 4, donc on a la saison 3 et 4. J'ai adoré cette série. Alors, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne, j'en ai fait tout un petit déballage, un petit explicatif. J'ai bien aimé ce jeu. Je lui reproche quand même qu'il n'y ait pas un mode campagne et que chaque scénario, on passe du coq à l'âne et c'est un peu dommage. Donc j'ai tout simplement adoré cette mécanique de jeu où on affronte ce grand ancien, etc. Même si le jeu est un peu punitif, je trouvais que la mécanique était vraiment top et vraiment on s'est régalé sur ce jeu. Parce que en dehors des vidéos que je vous ai faites, j'en ai fait d'autres parties en off avec d'autres personnes, des amis, etc. J'en ai fait en solo où j'ai eu des situations complètement rocambolesques et complètement incroyables où ça se finit vraiment sur le fil. Enfin bon, voilà, vraiment super expérience. J'ai adoré, vraiment adoré. Donc le jeu est édité par Cool Mini Or Not et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui ils sont un peu dans la panade, même un petit peu dans la mouise. Surtout là, ils allaient pas très bien, et puis maintenant, avec tout ce qui arrive, enfin, tout ce qui est sorti, les frais de douane, etc., c'est très compliqué pour eux. On sait même pas si, du coup, ils vont tenir les échéances de la saison 5, et même de Massive Darkness, où il devait avoir une saison 3 à Massive Darkness, donc on sait pas.
sais pas ce qu'il en est, s'ils vont continuer à vivre, à survivre. Bon, on l'espère, hein, mais pour l'instant, c'est un peu le doute. Donc j'avoue que durant cette crise, j'ai décidé de prendre la V1 parce que le jeu, j'avais trouvé absolument génial et elle commençait déjà à se faire un peu rare. Et celle-là, on l'a trouvée en magasin. Et j'avoue que j'ai craqué. Quand je l'ai trouvée en magasin, alors qu'elle est plus disponible sur les sites en ligne et autres, dans la petite boutique de Brive où on va, il était présent. J'ai dit bon, tant pis, je saute sur l'occasion parce que il est possible que je ne le revoie plus à l'avenir. Il se trouve que j'avais loupé le Bloodborne, hop, qui est juste là. J'avais loupé le Bloodborne de cette même façon. Je l'avais vu dans la boutique du Passe-Temps à Toulouse, à l'époque où j'habitais vers Toulouse et où on y allait régulièrement. Je l'avais vu, ce jeu, je l'avais vu, le Bloodborne, et j'avais hésité à le prendre. Et je l'ai pas pris, j'étais venu chercher un autre jeu. Et je me rappelle que le vendeur de l'époque m'avait dit bah oui, Bloodborne, il faut craquer son PEL, quoi, limite, pour acheter ce jeu. Donc ouais, il était affiché en magasin à plus de 100 balles. Donc j'avais dit ouais, mais peut-être plus tard, quoi. Voilà, c'était pas, je venais pas le chercher. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Puisqu'entre-temps, ce jeu n'était plus distribué. Ils ont arrêté la distribution du jeu, le jeu s'est peut-être mal vendu, donc il n'a plus été réimprimé. Toutes les extensions du jeu n'ont jamais été imprimées en français, elles sont toutes en anglais. Et donc, bon, voilà, triste d'être passé à côté. Donc, j'ai eu la chance, on va dire, de le trouver à un prix raisonnable sur d'occasion. J'avoue que, pareil, hein, c'était pas prévu, mais je me suis rué dessus parce que je me suis dit, ça, c'est un jeu qui est introuvable en dessous de 150 voire 200 euros, donc trouver un prix raisonnable d'occasion, c'est-à-dire moins de 100 balles, j'ai dit non, mais on va passer à côté. Donc voilà, donc j'ai récupéré un bout de bande en français. Et donc pour ce Death Medaille, j'ai eu peur que ça fasse un peu pareil. Alors je pense pas que l'effet de rareté de la saison 1 fasse que le jeu va monter dans des prix stratosphériques, mais même d'occasion il reste cher, alors que là il y avait un prix qui était relativement raisonnable, on était dans les 90 euros en boutique. Voilà, donc j'ai récupéré cette saison 1, je me suis un peu étalé sur le sujet, mais voilà, c'est Death Medaille, saison 1. J'ai fait, non pas le premier scénario, mais le deuxième scénario de cette saison. J'ai pas encore fait les autres, parce que il y a encore du monde. Mais très sympa. J'ai testé d'affronter notre ami Cthulhu, qui est juste ici. Hop. Voilà. Donc on l'a affronté quand même dans une partie, c'était très sympathique. J'ai aussi testé l'autre boss, mais sur un scénario de la saison 4. J'ai pas fait le premier scénario qui est indiqué, parce qu'en fait le premier scénario, je le connaissais déjà, puisque j'avais regardé déjà pas mal de vidéos, même à l'époque où il était sorti, et souvent les créateurs de contenu nous proposaient le premier scénar, donc je connaissais déjà, donc j'avais pas forcément envie d'aller vers ce scénario-là. Puis on va pas se le cacher, c'est aussi la boîte la plus jolie, avec l'effet brillant sur le Cthulhu. Le Cthulhu derrière, vraiment, avec ses yeux là, incroyable. Je trouve que c'est la boîte la plus belle. Au niveau de son rendu. Jeu de Rob Daviau et Eric Lang, deux grands monsieur. Pour l'été, j'ai mes congés, et je vois que j'ai du temps. On part pas en vacances, donc on se dit, c'est pas grave, on va se prendre un bon petit jeu de société, un truc un peu narratif, on va pouvoir jouer en couple, et ça va être génial. Et donc c'est sur ça que... alors je vais vous prendre que le dessus, parce que la boîte est quand même relativement lourde, et c'est là-dessus qu'on a acheté un jeu en se disant, ce sera notre jeu de l'été, ce sera notre jeu narratif à deux. Il s'agit de Sleeping Gods Distant Skies. Vous l'avez certainement vu sur la chaîne si vous suivez un petit peu, et oui, nous n'avons pas aimé ce jeu. Nous avons été extrêmement déçus de ce jeu. Alors attention, c'est un bon jeu, il a des bonnes mécaniques, des bonnes idées, mais en fait c'est pas du tout ce qu'on attendait. Moi je m'attendais vraiment à un jeu d'aventure, exploration narrative très avancé, très poussé, puisque c'est quand même un jeu qui a une forte communauté, donc je me suis dit, voilà, là, ça doit être incroyable. Et en fait, j'ai trouvé que tout était survolé. Il allait jamais au fond des choses. Alors,
Je vais pas le résumer, on a fait une vidéo complète qui dure une demi-heure où on explique vraiment ce qui nous a déplu dans le jeu et pourquoi pour nous ça marche pas. C'est une très belle vitrine, c'est un jeu qui donne envie au niveau de son esthétique, au niveau de ce qu'il a à présenter. Mais quand enfin on commence à creuser et aller au bout des choses, ben, on se rend compte que ça va jamais plus loin. Et c'est un peu frustrant même de se dire pourquoi ça s'arrête comme ça, pourquoi ça va pas plus loin. Donc voilà, donc après, le jeu est très beau, les finitions de la boîte sont très belles. Là, il s'agit de la version Deluxe du jeu. Donc c'est la version qui ajoute les figurines, on a la figurine de l'avion, on a des petits jetons qui sont en métal pour gérer tout ce qui est l'endurance, etc. Donc non, non, le matériel du jeu est très qualitatif. Par contre, bah, encore une fois, nous, ça a été assez rapidement la douche froide, quoi. Donc vraiment, si vous souhaitez connaître un petit peu notre avis plus en détail sur le jeu, je vous invite à regarder la vidéo qui en parle, et sur laquelle on a passé un peu de temps avec Caro. Pour tout vous dire, on l'a même tourné 2 fois, parce qu'on trouvait qu'on était un peu trop à charge sur la première, donc on s'est dit non, il faut le refaire, parce qu'en fait, il a des qualités, c'est juste que nous, ça nous a pas plu, et c'est pas parce que nous, on n'a pas aimé qu'il faut pas reconnaître ses qualités. Voilà, nous, du coup, on souhaite pas le conserver, ce jeu, donc c'est un jeu qui est déjà en vente. J'ai fait l'annonce et tout, donc voilà. Il n'attend que son prochain acquéreur, qui peut-être saura l'apprécier à sa juste valeur, là où nous, ben, on n'y est pas... On n'a pas su. On n'a pas su. On s'est dit, bah, c'est pas grave, c'est juste que c'est pas fait pour nous, quoi, c'est tout. Hein. Et donc, et là, on va attaquer un gros morceau encore. Et donc, suite à ça, en fait, il va y avoir que des gros morceaux. Je vais pas arrêter de dire ça parce que c'est l'escalade, en fait. Suite à ça, on est en plein mois d'août. J'ai encore 2 semaines de congé. J'ai acheté un jeu. Je suis déçu. J'ai pas envie d'y jouer. Ou du moins, on l'a terminé. Attention, on l'a terminé. Mais j'ai pas envie de le recommencer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je me dis, je suis frustré. Il faut que je trouve un jeu qui correspond plus à moi ce que je recherche. Donc, je vais sur Internet. Je commence à chercher un petit peu différents jeux, différents avis sur les dungeon crawlers. Moi, ce qui me plaît, c'est ça. C'est les dungeon crawlers, les gros jeux, on va dire, un peu Ameritrash, les gros jeux où on a vraiment une campagne, un scénario, des figurines, enfin voilà, vraiment un gros jeu d'aventure où nos personnages vont évoluer au fur et à mesure de l'aventure, où on peut vraiment, on va dire, investir nos persos, voilà, c'est ça mon style. Donc, je me dis, bon, ben, je vais regarder un peu ce qui existe en dungeon crawler, hein, puisque bon, je regarde souvent un petit peu ce qui se fait sur le marché, mais je me dis, bon, pourquoi pas, il y en a peut-être un qui, voilà, il y en a peut-être d'autres que j'ai pas vu ou autre. Et donc je cherche, et là je tombe sur un jeu en particulier, qui en plus est en français, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, voilà, il n'a pas la campagne, on va dire, marketing de Distant Skies, donc on ne le voit pas beaucoup sur internet, on ne le voit pas beaucoup dans les vidéos ou autre. Même le distributeur ne le met pas trop en avant. Je tombe sur ça. Je commence à me renseigner, et là je me dis, mais attends, mais c'est juste le jeu parfait pour moi. Et pourquoi j'ai jamais vu ce jeu-là? Et donc c'est là où je commence à fouiller un peu partout, je regarde un petit peu les avis, les critiques, les vidéos, les gameplays, etc. Je me dis, mais incroyable ce jeu. Et ce jeu-là, c'est Manadoom. Est-ce que vous connaissez ce jeu-là? Est-ce que vous en avez seulement entendu parler? Parce que moi, inconnu au bataillon. Il est sorti en début d'année 2025 ou autour de février-mars, je sais pas exactement. C'est un jeu qui est fait par des passionnés, c'est un jeu qui est fait par une boîte qui est anglaise. Donc c'est pas européen, mais ils sont à côté de chez nous. Donc c'est quand même en termes de, on va dire, d'acheminement vers l'Europe, c'est beaucoup plus simple que certains jeux américains. Surtout dans notre contexte actuel avec les frais de douane, etc. La particularité qu'il a, ce jeu, c'est que... alors là, on est sur... Pareil, hein, c'est juste la boîte vide. Hein. C'est juste le haut de la boîte. Parce que, en fait, le contenu de la boîte est ici. J'ai une partie qui était en cours. Hop, là j'ai la grosse boîte. Et en fait, la particularité de ce jeu, si on peut le voir ici, c'est qu'il a des décors en 3D. Il a des décors en 3D. Donc on construit les décors de notre donjon avant d'aller l'explorer. Ça prend forcément plus de temps, parce que bah, il faut construire tout ça. Donc il y a un peu de temps de préparation.
On a un tapis de jeu qui est en néoprène, donc ça c'est le tapis sur lequel on va construire notre donjon. On a un système de cases à la manière d'un jeu de rôle. Voilà. C'est-à-dire qu'un jeu de rôle, quand vous jouez à un jeu de rôle qui faut représenter des situations de combat ou autre, on les représente par des petites cases comme ceci. Donc c'est le même format. Le livret de règles, qui fait 80 pages, je crois, 90 pages. Voilà. Un livret de règles de 90 pages. C'est un gros morceau. Hein. C'est un très très gros morceau. Un sacré mastodonte. Hein. Le livret de campagne, avec toute la campagne du jeu de la boîte de base. Le livret d'apprentissage du jeu. Parce que il faut se les partir, hein, les règles, et heureusement que le jeu nous aide un petit peu pour ça. Donc c'est un jeu forcément à figurines. Donc on a tout un tas de figurines. Une des grosses particularités du jeu, c'est que comme on a des décors en 3D, eh bien forcément, on a aussi tout un tas de petits meubles comme ceci qui sont en 3D. Voilà, une petite table qu'il faut monter, un râtelier d'armes qu'il va falloir aussi construire. On va avoir aussi, et ça, c'est ce qui fait un petit peu le petit plaisir du jeu, on va avoir comme ceci un petit coffre. Voilà, un petit coffre. Coffre qui, évidemment, s'ouvre, et à l'intérieur, on peut y placer des objets. Puisque tous les objets du jeu sont représentés. Et là, je vais vous sortir hop, le petit sachet qui est présent dans la boîte. Hop. Et en fait, dans ce sachet-là, vous allez avoir tous les objets du jeu. Et alors là, je vais essayer de vous en rattraper un sans que ça soit trop non plus... voilà, trop compliqué ni spoilant. Vous allez avoir des objets comme ceci, de ce format-là. Donc là, on peut voir que c'est une lance. Et ces objets, vous allez pouvoir les équiper directement dans le plateau d'aventurier. Hop, comme ceci. Tac. Et ça représente votre inventaire. Alors là, je suis sur un plateau de PNJ, je ne suis pas sur un plateau de joueurs. Puisque, hop, voilà, vous allez avoir un plateau de joueurs qui va ressembler à peu près à ceci. Alors je sais pas si on voit bien là, je peux pas trop le pencher parce que je veux pas que ça se casse la figure. Où on voit donc qu'il a son inventaire avec les différents objets. On a ici le tableau de la classe et là la fiche du personnage. On peut voir aussi que là on a, de ce côté-là, on a toutes les indications de points de vie, etc. Ces petites indications-là, on va utiliser, on va dire, un marqueur. Je sais pas si on voit bien là, voilà. On va pouvoir utiliser un marqueur, alors même sur les compétences qui sont ici, au fur et à mesure du jeu, on va débloquer des compétences qui sont liées à la classe qu'on a sélectionnée. Et on va utiliser un marqueur effaçable, sur lequel on va directement écrire sur la fiche. Il s'agit en fait d'une matière un peu glacée, un peu brillante, sur laquelle on peut écrire. Comme là, on peut écrire, et ensuite, hop, on peut effacer et refaire. Pareil au niveau des sorts, c'est-à-dire que ça c'est mon journal de campagne par exemple. Journal de campagne, c'est une carte, pareil, en effet glacé, sur laquelle on peut marquer ce qui s'y passe, etc. On peut noter les différents événements qu'on a accomplis. Donc la boîte de jeu nous permet de ranger tous les décors à l'intérieur. Et les loots, tous les loots, c'est-à-dire tous les objets que l'on va ramasser et équiper à nos personnages, sont présents en grande partie dans le jeu, puisqu'on peut les ranger comme ceci dans des... Là, par exemple, c'est un tombeau dans lequel on peut ranger des objets. Hop, on referme le couvercle. On met ça dans notre game et on donne la possibilité à nos héros d'aller fouiller ce tombeau. Je vais pas rentrer trop dans le détail, je pense que je vous ferai, si ça intéresse, je pense que je ferai une petite vidéo présentation en général du jeu, de ses mécaniques, etc. Parce que c'est un jeu qui est très technique. Voilà. En fait, il a beaucoup de choses à assimiler. C'est pas difficile. Mécaniquement, il est assez simple. Même au niveau de sa mécanique de jeu, c'est-à-dire qu'on joue avec des dés.
Même en termes de dés, on n'en a pas beaucoup, on en a moins que dans un Massive Darkness par exemple. Donc je le trouve beaucoup plus simple à prendre en main qu'un Massive Darkness. Mais par contre, on va dire la difficulté qu'il a, c'est qu'il a beaucoup de règles différentes parce que c'est un jeu qui propose énormément de possibilités. Et qui dit un jeu avec beaucoup de possibilités, ça dit que forcément il faut avoir beaucoup de points de règles pour pouvoir, on va dire, envisager toutes ces possibilités. D'ailleurs, il y a une phrase que je trouve très très bien dans le jeu. Maladoum propose une expérience de jeu immersive favorisant votre créativité au regard de sa liberté et de sa résolution intuitive des actions, tout en offrant un haut degré de détail. En revanche, une telle largesse débouche sur un livret de règles plutôt copieux, comme vous l'avez sûrement remarqué. Et en fait, dans le livret de règles, il y a souvent tout un tas d'éléments ou de règles qui sont des règles avancées où on nous dit celles-là, vous ne les prenez pas en compte. C'est le début de votre aventure. Prenez pas en compte cette règle-là. Elle arrivera au fur et à mesure. On verra plus tard comment ça fonctionne. Et donc, du coup, il y a cet effet un peu progressif. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est ce côté très, comment on pourrait dire, boîte à outils. En fait, le jeu va nous proposer des fonctionnalités par défaut et du matériel par défaut. Mais si un jour, je me dis, bah, tiens, je suis pas à l'aise avec cette règle-là, j'aime pas cette mécanique-là, on peut l'enlever. Et ça n'entache en rien l'expérience de jeu. On peut complètement l'enlever. Et le jeu est tellement permissif qu'on va pouvoir faire tout un tas de choses. C'est-à-dire que dans mon donjon, là, je décide d'attraper une chaise, de la porter et de taper un monstre avec, je peux. C'est vraiment un jeu qui incite à la créativité. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer vos propres règles, vos propres univers, de modifier tout un tas d'éléments qui ne vous conviennent pas. C'est-à-dire que lui, il a ses règles, son univers qui fonctionne, mais il offre la possibilité en disant « Ok, ben maintenant, fais ce que tu veux. Ça te plaît pas? Change-le. » Je vous montre un petit peu des exemples hein, de mise en scène. On est vraiment sur du Warhammer, hein, limite, avec des dioramas comme ceci. On a la gestion de la taille des créatures, donc taille humaine, taille un peu plus grand, etc., donc taille gigantesque. Et tout ça a un impact sur les mécaniques de jeu, puisque forcément, je décide, je sais pas, moi je suis au bord d'un pont, comme on le voit là sur l'image, on est au bord d'un pont, je décide de pousser mon adversaire pour le faire tomber. Bon, ben, j'ai moins de chances de réussir on va dire, de repousser un ennemi qui fait 3 têtes de plus que moi qu'un ennemi qui est plus petit, forcément. Et donc tout ça est pris en charge, est pris en compte. De la même façon, on a tout le système de mise à couvert. Donc on peut se mettre à couvert, donc on est à semi-couvert, on est couvert complètement, etc. On a fourni dans la boîte aussi une réglette qui représente un petit peu les distances. Donc là on est sur distance courte, distance moyenne, enfin longue, moyenne. Donc on a toutes les distances qui sont prises en charge pour les jets de lancer, les attaques à l'arc ou autre. Donc non, c'est un jeu qui est très poussé en termes de mécanique. Je trouve ça dommage que le jeu n'ait pas eu le succès qu'il mérite parce que c'est juste fantastique en fait. L'immersion avec les décors en 3D, etc., c'est juste incroyable. Donc, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce jeu, déjà dans un premier temps pour faire une présentation du jeu, avec peut-être une première partie ou un début de partie pour montrer un petit peu mécaniquement comment ça fonctionne et comment ça tourne. Sûrement que je ferai cette vidéo en live, et ensuite, avec la magie d'un peu de montage, je la mettrai sur YouTube, afin de montrer un petit peu voilà, le jeu, ses mécaniques. Mais pour être tout à fait honnête, c'est un petit peu mon coup de cœur là, de cette fin de vacances là. Ça a été vraiment, suite à la déception, on va dire, de Sleeping Gods, ça a été vraiment une découverte, une révélation, ce jeu. Comme ce jeu, Maladoum est mon petit jeu de l'été, on va dire, mon petit chouchou de l'été, il se trouve que j'ai acheté toutes les extensions. J'ai acheté toutes les extensions, alors pas toutes, mais du moins celles qui me semblaient les plus pertinentes. Donc j'ai pris celle-ci, qui s'appelle Of Ale and Adventure,
Alors c'est un peu le défaut du jeu, c'est qu'il est à moitié traduit. Tout ce qui est, on va dire, carte de jeu, livret de règles, ça c'est traduit. Tout ce qui est imprimé directement sur des tokens n'est pas traduit. Donc les classes des héros, par exemple, elles ne sont pas traduites. On a quand même la carte qui explique un petit peu comment fonctionne le personnage qui, elle, est traduite, mais c'est tout. Donc, pourquoi j'ai pris cette extension? Cette extension, elle rajoute des nouveaux héros dans le jeu. Donc en plus des héros de la boîte de base, on a de nouveaux héros qui sont présents dans cette extension. 8 nouveaux héros, donc voilà, comme je vous disais, les héros se présentent comme ceci. Voilà. Ils ont leur fiche. Avec chaque héros vient, bien évidemment, la classe. C'est recto verso. Donc en plus, on a une classe d'un côté, une classe de l'autre. Ah, ça va marcher, oui. Blacksmith. Bon, ça, c'est le forgeron. Comme je vous disais, c'est pas traduit sur les tokens comme ceci. Ce n'est pas traduit, c'est un peu dommage. Donc là, on a tout un tas de nouvelles classes. Alors, une classe, c'est quoi? Ça permet en fait de pouvoir débloquer des compétences. Par exemple, voilà, le forgeron, on peut voir qu'il a toutes ces compétences-là qui sont actives, qu'il peut utiliser, plus, hop, une capacité, là, ici, une capacité qui est liée à sa classe. Donc pour moi, ça, c'était la première extension qui était un peu indispensable parce qu'elle rajoute des nouvelles classes et des nouveaux personnages. Je pense que c'est vraiment l'extension à prendre avec le jeu parce que il y a vraiment des classes à l'intérieur qui sont vraiment très très cool. Et ensuite, bon, ben, j'ai pris ces deux extensions-là. Hop, ces deux extensions-là qui rajoutent du contenu supplémentaire et une suite de campagnes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini la campagne du jeu de base, hop, on peut enchaîner sur celle-là avec notre groupe actuel, puisque les campagnes sont un peu plus difficiles. Donc on a le premier qui est Oblivion Maw, qui rajoute gros monstre tentaculaire, on va dire, avec des tentacules qu'il va falloir couper, qui repoussent, etc. Il a 2 dés supplémentaires, puisqu'on a une mécanique de jeu complémentaire, et des décors en plus. Ça, c'est mon petit bonheur, parce que les décors, il faut les monter, les coller, et j'adore. Et ensuite, on a The Forbidden Creed, qui ajoute donc une nouvelle zone de jeu. Alors, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas le tapis en néoprène avec, j'aurais bien aimé, parce qu'il y a un tapis en néoprène qui permet d'avoir une ambiance un peu glaciaire. Donc, on va réutiliser notre tapis actuel. Peut-être que je l'achèterai, histoire de... Pas de suite, parce que avant que j'arrive à cette extension, bon, j'ai le temps. Donc celle-là, elle ajoute aussi des nouveaux décors, des nouveaux personnages, des nouveaux PNJ, donc ça peut être des monstres hostiles ou autres, des nouveaux équipements et un dé noir qui représente un petit peu la magie interdite. Et oui, parce qu'il y a des nouvelles classes, dont des classes de magie qui sont interdites et qui du coup sont maudites, et donc qui ajoutent un peu de la difficulté. Donc c'est vraiment pour les joueurs un peu plus avancés, parce que là vraiment le dé, en fait, à chaque fois que vous lancez un sort de magie, il faut lancer un dé, et ça peut avoir des conséquences qui peuvent être malheureuses même pour vous. Un perso peut se faire complètement envoûter par sa propre magie, il peut perdre les pédales, se retourner contre ses alliés, enfin, et du coup ça devient un adversaire qu'il faut affronter. Enfin, en fait c'est un jeu qui va avoir plein de rebondissements comme ça dans la partie. En fait toute l'histoire, on va dire, qui tourne autour du jeu, autour de la boîte de base, c'est qu'on a un nécromancien, enfin, là c'est vraiment l'histoire du jeu. L'histoire du jeu c'est quoi? C'est on a un nécromancien qui commence à réveiller un petit peu des morts et qui fout le bordel, et on enquête sur ça. Sur qui est ce nécromancien, qu'est-ce qu'il veut, et pourquoi il envahit un petit peu toutes les terres des vivants. Votre ennemi principal du jeu, et dans la campagne de la boîte de base, ce sont des morts-vivants. Et les morts-vivants, ils sont bêtes et méchants. Ils sortent de terre, ils avancent, voilà, c'est des zombies, quoi. Ils avancent, ils viennent vers vous, ils veulent vous manger la couenne, voilà. Et plus on va progresser dans le jeu, et plus on va avoir des ennemis plus ou moins dangereux. Puisqu'en fait, ici, on a une barre de progression. On a une barre de progression de terreur, en fait. Au début, on est au niveau, on va dire, au niveau facile. Et puis plus on avance, et plus on progresse, et plus on va dans la difficulté avec des monstres qui arrivent à chaque tour et qui sont de plus en plus nombreux. Mais ces monstres-là sont toujours liés, on va dire, aux nécromanciens. Ce sont des zombies au début, puis après ce sont des... je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'est des zombies un peu plus évolués, où ils ont des membres en plus, où ils ont fusionné, on va dire, avec des épées et autres, enfin... À la fin, on a un gros troll, enfin bon. On a des espèces de chiens morts-vivants avec des tentacules. Bon. Malgré ça, dans cet univers, il n'y a pas que des morts-vivants.
Là, les morts-vivants, ce sont vos ennemis, c'est ceux qui viennent vers vous de manière, on va dire, bête et méchant. Mais on n'a pas que ça comme créature ou comme ennemi. On a aussi des gros chiens dégueulasses avec des grosses dents. Et bien ces créatures-là sont considérées comme des PNJ. C'est-à-dire que par moment, vous allez tirer une carte qui va vous dire de mettre en jeu un PNJ de manière aléatoire, et ça peut être un ennemi. Et donc vous avez des cartes liées à ces ennemis. Là, je vous montre ce qui est présent dans la boîte de base. C'est-à-dire que ça, ce sont les... je suis dans le bon sens, ouais. Ça, ce sont les zombies de base. Vous voyez, ils sont sur la même... on va dire la même planche. Donc on a le zombie, puis le zombie, comme je vous disais, un peu plus avancé, puis les chiens tentaculaires, et ça finit par même le troll à la fin. C'est une espèce de troll réincarné, donc un troll zombie. On peut très bien croiser, par exemple, un troglodyte, voilà. Ou alors, comme on voit sur la boîte, l'espèce de chien des enfers, dracon, qui vient nous casser les pieds. Eh bien, ces ennemis-là, ils apparaissent en jeu via des cartes. Ils ont leurs propres propriétés, etc. Et c'est la carte qui vient nous dire, ok, ben, l'ennemi que tu as tiré aléatoirement, là, dans la liste des ennemis, voici son comportement. Et ça peut être... par exemple, j'ai eu un cas où il y avait ce qu'on appelle des cancreurs. C'est des petites araignées, comme ceci, qui, elles, sont attirées par la magie. Et donc, elles essayaient de bouffer les personnages qui avaient le plus de magie. Donc ceux qui avaient le plus de mana et de pouvoir magique, ben, c'est vers elles qu'elles leur couraient après. Et ça permet d'orienter et de changer vraiment toute la situation de jeu. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une situation où j'ai eu un... Bon, je sais plus, je crois que c'était le troglodyte qui est arrivé, et qui, lui, son objectif, c'était de ramasser des objets. Et donc, il se battait il se battait même contre les autres ennemis, donc les zombies, qui étaient au milieu. Il n'était pas forcément agressif, juste il se promenait là. Et du coup, ça donne de la vie sur votre plateau. Parce que vous avez une étape, le jeu se passe en plusieurs étapes, et vous avez une étape où c'est l'étape des PNJ. Et donc, tous les PNJ qui sont présents, on les fait jouer de manière aléatoirement. Donc, on tire un dé, on voit ce qu'ils font, ils se promènent, ils baladent, ils ont des objectifs prédéfinis, mais quand ils croisent un joueur, ils n'ont pas forcément envie de lui taper dessus. J'en avais un de PNJ qui... quand il croise un des joueurs, il a même peur, donc il se met à hurler et il fuit. Et quand il hurle, en fait, ça fait monter le niveau de progression de terreur, on va dire, du jeu, parce qu'en gros, il sonnait l'alarme parce qu'il hurlait, et donc du coup, ça a rameuté les autres zombies. Donc j'essayais de tout faire pour l'éviter, parce que sinon, il allait me foutre le bordel, il allait courir dans les zombies, m'attirer les monstres. Donc vraiment, on a des situations comme ça qui peuvent être très rigolotes et qui sont pas aussi bêtes et méchantes et manichéennes qu'on peut avoir dans un Massive Darkness, même si j'adore Massive Darkness, c'est vrai que dans un Massive Darkness, c'est bête et méchant, c'est monstres tapés humains, voilà. Ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que le jeu ne fournit pas ceci par défaut. Et pour moi, ça, c'est absolument indispensable. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ça contient toutes les cartes de toutes les classes du jeu, avec leurs capacités. C'est-à-dire que quand vous avez une classe, par exemple le barbare, là, vous avez toutes les compétences du barbare. Ok, c'est cool. Et pour savoir ce que ça fait et à quoi ça sert, eh bien, il faut se référer au guide. Donc vous allez dans le livret du jeu, qui est là, vers la fin, hop, on a ces pages-là, qui expliquent la compétence, à quoi elle sert. Par exemple, je crois qu'il a assaut brutal, on nous dit, ok, au niveau 1, l'assaut brutal, il fait quoi? Le personnage exécute une attaque de mêlée en utilisant uniquement sa compétence main nue, plus 1 dé de combat. Si la cible survit, elle est mise au sol. Ok. Ça, quand on est en jeu, c'est juste lourdingue d'aller tout le temps dans le livret pour savoir... mais attends, mais cette compétence, elle fait quoi déjà? Parce que ben, moi, mon perso, je le connais pas par cœur, je m'en rappelle plus. Et donc, ben, là-dedans, on a un résumé par classe de toutes les compétences des personnages. Donc là, on revient sur le barbare. Hop. Assaut brutal, voilà, et on voit ce que ça fait. Arts martiaux, frénésie,
etc., etc. C'est bien évidemment recto verso avec toutes les compétences possibles du personnage. Plus en bas, sa compétence de classe. Donc ça, c'est juste indispensable. Comme ça, les joueurs, ils ont ça, chacun, hop, leurs cartes autour de la table. Moi, ce que j'ai même fait, parce qu'en plus, c'est des cartes, encore une fois, qui sont brillantes, plastifiées et glacées, ben, j'ai mis un petit poinçon, hop, sur le côté ici, qui indique le sort, les compétences que j'ai d'active avec ce personnage. Hein, par exemple, assaut brutal, j'ai le niveau 1. Et donc, de cette façon, ben, quand je joue mon personnage, je sais du premier coup d'œil qu'est-ce qu'il peut faire. Alors attention, c'est écrit vraiment petit. Même moi qui n'ai pas de problème de yeux, j'ai un peu de mal. J'utilise des lunettes loupe. J'ai pas de lunettes correctives parce que j'ai pas encore de problème visuel, mais je mets des loupes pour pouvoir, on va dire, faciliter la lecture de certains caractères parce que c'est vraiment tout petit, tout petit. Et ça, voilà, c'est un peu le défaut du jeu. Ils auraient pu mettre ça, voilà, ça par défaut. Ça coûte 10 balles. Ils auraient pu le mettre dans le jeu, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. Je pense que c'est même mon jeu de l'année. Là, de toute façon, j'achète rarement toutes les extensions d'un jeu en mode waouh, c'est tellement bien qu'il me faut tout. Je l'ai eu fait un petit peu avec Massive Darkness et pour ça, voilà, je suis un vrai pigeon. Quand il y a un jeu qui me plaît, il me faut absolument tout. Allez, on pousse ça. On pousse ça. Une petite aparté avant de passer sur la suite. Petite aparté rapide. J'ai récupéré des petites boîtes comme ceci. Voilà, vraiment des toutes petites boîtes sur Amazon. Ça coûte 10 balles. Je vous mettrai peut-être la référence en commentaire. Il y en a de différentes couleurs. Donc c'est un lot. Hein. C'est un lot. Ça coûte 10 euros. Il y a... Je vais enlever le papier parce que ça fait un bruit d'enfer. Non, ça coûte 10 euros. C'est un lot de 6. Vous avez 6 boîtes comme ceci. C'est des boîtes de rangement compartimentées. Voilà, avec, on peut hop, enlever les compartiments si on veut avoir des espaces un peu plus grands, etc. C'est pas de très bonne qualité. Les bords sont pas incurvés, donc plus difficile à attraper les objets. Pas comme les boîtes de pêche ou les boîtes de leurre qui sont vraiment tout incurvées pour pouvoir faciliter la récupération. Mais leurs tailles vraiment sont mini et ça permet vraiment de rentrer dans des toutes petites boîtes comme ceci par exemple et c'est hyper pratique. Ah oui, il y a encore une boîte de Maladume que je vous ai pas présentée, c'est juste des monstres en plus. Comme je vous disais, les monstres rouges en fait ce sont des PNJ entre guillemets mais hostiles, donc ils peuvent être agressifs. Et donc voilà, c'est juste des monstres en plus. Allez hop, une extension en plus. Donc ouais, ces petites boîtes là, hyper pratiques, j'en mets un peu partout dans toutes mes boîtes, dès qu'on a des tokens, dès qu'on a des petits jetons, etc. C'est rangé directement là-dedans. L'avantage, c'est que ça passe partout dans nos grosses boîtes, et après, on a juste à mettre ça sur la table. Après, on a juste à mettre ça sur la table, et hop, récupérer le token dont on a besoin. Tout est déjà trié, classé, etc. Ça évite les vilains pochons qui débordent de partout dans les boîtes. Donc si ça vous intéresse, voilà, je vous mettrai la référence. Donc, je vais enlever ces plastiques là, parce que ça fait un bruit d'enfer, ces plastiques. Je vous mettrai la référence dans les commentaires ou dans la description. Bon, on a quasiment terminé. Il en reste plus que un. Et si vous suivez un petit peu la chaîne, vous devriez déjà savoir de quoi il s'agit. Puisque c'est, en effet, le dernier jeu que j'ai acheté. Je l'ai pris sur un coup de tête qui n'était absolument pas prévu, même si c'est un jeu qui est dans ma liste de souhaits depuis un petit moment. En fait, il s'avère que là, j'ai un ami sur Discord qui m'a tag parce que il était en grosse promotion sur Amazon. Incroyable. D'habitude, Amazon, les jeux de société sont hors de prix, mais là, une occasion ne pas manquer, puisqu'il était à moins 45%, presque quasiment moitié prix. Il s'agit tout simplement de, et je vais vous le mettre un peu loin parce que je ne vais pas le transporter de suite, Frosthaven. Eh oui, Frosthaven. Le voilà. Alors pareil, je vais le mettre sur le côté, je vais prendre que le dessus parce que ça, je vais pas le manipuler. Hop là. Bon, Frosthaven.
est-ce qu'il est nécessaire de vous présenter Frosthaven? C'est la suite du mastodonte qui était Gloomhaven. Et ben celui-là est encore plus gros. La boîte est encore plus grosse. Il y a encore plus de contenu. Non mais regardez-moi cette boîte. Regardez-moi cette boîte. Je veux dire, là-dedans, je pourrais y mettre 3 chats au moins. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et donc ouais, c'est une boîte qui coûte une couille et demie. Hein. On est sur du 230 € prix conseillé. Et là, j'avoue qu'elle était à 139 € sur Amazon. C'était pas prévu dans mon budget. Mais j'ai dit à ce prix-là, je sais pas sûr que je la retrouve à ce prix-là. Donc tant pis. Comment je pourrais vous mettre ça? Donc j'ai dit tant pis. Tant pis, je peux pas passer à côté. Étant relativement fan de l'univers de Gloomhaven, j'ai aussi les mâchoires du lion. Je me suis dit, bah, c'était sûr que j'allais le prendre. Mais je savais pas encore quand. Et là, j'avoue que le prix très attractif m'a... comment on pourrait dire m'a convaincu. Bon, ça reste une somme, attention, hein, ça reste une somme. 140 €, ça reste cher. Mais 140 €, c'est le prix que j'avais payé Gloomhaven à l'époque. Donc avoir Frosthaven pour le prix d'un Gloomhaven, alors que le contenu est 2 fois plus, on va dire. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne l'ai pas encore essayé, je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas encore testé les nouvelles classes, etc. Pour l'instant, j'en suis juste à ce qu'on a pu voir dans la dernière vidéo que j'ai publiée, c'est-à-dire du rangement. J'ai fait le dépunchage de toutes les plaques, il y en avait 27, je l'ai fait en live sur ma chaîne Twitch. Et je vous ai mis la rediff sur YouTube, histoire de partager avec le plus grand nombre cet instant incroyable de la découverte de ce monstre. Sachant qu'à l'intérieur, bon, ben voilà, il y a voilà, tous ces monstres qui sont rangés dans des pochons. Je trouve ça, mais horrible, horrible au possible de voir tout ça, tous ces pochons sur le dessus là. Moi, ça me donne envie de mourir. Enfin voilà, donc c'est quelque chose sur lequel je vais travailler, je vais trouver une solution pour faire un meilleur rangement que ça. Parce que ça moi je peux pas, ça je peux pas. Je peux pas du tout. Quand on voit la taille de la boîte, je me dis non mais, vous vous rendez compte? À chaque partie qu'on doit faire, s'il faut chercher un ennemi, il faut aller chercher tous ces jetons là et tous ces pochons et aller fouiller là. Non. Je pense que c'est un jeu qui a besoin qu'on investisse dans un système de rangement beaucoup plus adéquat. Certes, c'est un budget, mais c'est ça, ou alors le jeu, on le sort jamais. C'est malheureux, mais c'est ou soit on trouve vraiment un moyen d'organiser, ou alors on ne sort jamais. À savoir aussi que nous, sur Gloomhaven premier du nom, j'avais acheté un insert, et il est vrai que c'est hyper pratique, parce que l'insert, au-delà de faciliter le rangement et la préparation du jeu, ça permet aussi de prendre directement les modules et de les mettre sur la table. Et là, on a besoin d'un jeton, tac, il est là directement sur la table, on a besoin d'une altération d'état, tac, elle est là, plutôt que d'aller retourner chercher dans la boîte. Pareil pour les cartes, elles sont dans des modules, elles sont triées, on a juste à, hop, sortir le module, tiens, tu as besoin d'une carte équipement, je te sors le module des équipements, paf, et hop, je fouille dans mes modules équipements. Plutôt que d'aller chercher au fond de la boîte, parce que là, ils ont mis un insert, alors je vous le sors pas, parce que voilà, ils ont mis un insert en plastique. Le problème, c'est que l'insert en plastique, on le sort pas, quoi, en fait. Il y a tellement de choses à l'intérieur. Donc, ça m'embête un peu, mais je pense que je vais devoir investir dans un insert, au moins pour pouvoir ranger tout ça, quoi. Donc, je pense que je ferai une succession de live sur Twitch, juste de construction de l'insert, voilà. Je ne sais pas si ça intéressera grand chose, mais voilà, c'est une invitation, n'hésitez pas à passer sur Twitch, venir me voir, on discutera, pendant que j'essaierai de coller mes petits morceaux de bois là pour construire l'insert. Vu la taille du jeu, je pense que l'insert il va être assez conséquent à monter, il y aura beaucoup de modules, donc ça va prendre du temps. J'ai pas encore acheté l'insert, je le ferai pas de suite, je vous préviendrai je pense quand ce sera fait. Et je préviendrai à l'avance sur les réseaux, etc., sur Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour justement prévenir de quand est-ce que je commencerai à faire ces lives-là. Pour l'instant, c'est pas préparé, mais c'est quelque chose que j'envisage. Voilà. Donc, si vous voulez discuter un petit peu,
de jeux de plateau avec moi, n'hésitez pas à venir nous voir, enfin me voir en tout cas, pour l'instant je serai tout seul, sur la chaîne Twitch, Yuka Studio. Alors c'est une chaîne de Twitch qui n'est pas que dédiée aux jeux de société, puisque en ce moment je fais aussi du Elden Ring avec mon frère, juste ici sur le PC. Voilà, on se diversifie un petit peu, hein. Le jeu de société c'est une passion, mais ce n'est pas la seule, j'ai aussi des jeux vidéo que j'aime beaucoup. Eh bien voilà, j'ai beaucoup parlé de Maladoum plus que de Frosthaven. Frosthaven, quoi dire? Si ce n'est que c'est un jeu gigantesque, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore essayé. Voilà, je l'ai reçu il y a 2 jours, pour l'instant je n'ai fait que le dépunchage. Je ferai certainement une vidéo dédiée à Frosthaven pour dire un petit peu ce que j'en pense par rapport à son grand frère, et même par rapport au Mâchoire du Lion, qui est un petit bonus à côté. Voilà, je dirais un petit peu que nous on en a pensé, parce que je pense qu'on fera la campagne avec Hikaru. Je pense arrêter les vidéos de gameplay en YouTube, parce que c'est quand même assez lourd, ça demande du temps, il faut les monter. Donc en gros, sur une partie qui dure 3 heures, moi je revis ces 3 heures au niveau du montage pour pouvoir derrière rendre ça fluide. C'est assez épuisant avec le boulot et tout, donc je suis pas sûr de continuer les vidéos comme ça. Par contre, il est possible que je fasse des lives justement de jeux de société, avec une petite campagne, un petit donjon, enfin peu importe le jeu, pour l'instant je sais pas trop, mais voilà, c'est un truc qui me botte bien, et qui ensuite je mettrai avec vraiment un tag pour bien le spécifier, que c'est une VOD de Twitch mise sur YouTube, et que là il n'y aura pas du montage, ce sera vraiment brut de décoffrage. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur Twitch, ou dans tous les cas, vous retrouverez les VOD sur la chaîne YouTube, donc ne vous inquiétez pas, vous ne raterez rien. Sur ce, moi je vais vous laisser là, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Une vidéo comme ceci, on va dire, de présentation des derniers jeux. On fait ça à peu près tous les 6 mois, de façon à ce qu'on ait quand même du contenu et des jeux achetés. Donc on verra peut-être d'ici à fin d'année ou début d'année, parce que je pense qu'il y aura peut-être des nouveautés à Noël. Merci à tous, et à très bientôt. Salut.